Alors moi je suis doctorant donc, en droit de l'environnement à l'Institut de droit de l'environnement de l'Université Jean Moulin Lyon 3 sous la direction du professeur Philippe Billet, et je m'intéresse particulièrement à la transposition juridique des instruments économiques pour la protection de la biodiversité. Et donc c'est pour ça que je suis particulièrement ravi aujourd'hui donc, de pouvoir intervenir sur ce beau sujet qui est la compensation écologique, sujet donc pluridisciplinaire, et puis on l'a vu hier, un sujet qui est bien plus finalement qu'une simple question d'aménagement. Donc j'irai, et je m'en excuse, très rapidement sur ma première partie, dans la mesure où elle fait référence à des éléments connus ou tout du moins déjà abordés, et qui fera en quelque sorte office d'introduction pour donc porter un regard critique plutôt sur les évolutions qui ont été apportées par la loi du 8 août 2016. Alors, ce que j'aimerais donc dans cette première partie, dans un premier temps, juste souligner, c'est que si l'obligation donc de compensation écologique prend sa source dans l'étude d'impact, qui a été créée donc par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et son décret d'application du 12 octobre 1977, initialement, beaucoup d'opérations potentiellement néfastes pour l'environnement n'étaient pas soumises à étude d'impact, dans la mesure où celles-ci se limitaient essentiellement à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages au regard de deux critères. D'une part, l'importance de leur dimension, et d'autre part, leurs incidences sur le milieu naturel. Et d'autre part, les documents d'urbanisme ont longtemps échappé à l'obligation d'évaluation environnementale, dans la mesure où ces derniers restaient assujettis aux procédures spécifiques du Code de l'urbanisme. Et donc c'est finalement sous l'influence de directives communautaires puis européennes et de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 que le champ d'application des opérations soumises à évaluation environnementale s'est progressivement élargi, avec donc des évaluations environnementales de droit commun qui se sont progressivement enrichies, de la même manière que se sont développées donc des évaluations environnementales propres aux atteintes causées par certaines activités ou ayant des incidences sur certains milieux, et que sont également apparues des mesures de compensation distinctes de toute évaluation environnementale en matière notamment d'atteinte aux continuités écologiques des trames vertes et bleues et de dérogation au régime de protection des espèces. Et dans ce contexte, donc, un certain nombre de difficultés sont survenues du fait de cette extension du champ des projets soumis à évaluation environnementale, dans la mesure où cela va faire coexister finalement de nombreuses règles relatives à l'obligation de compensation dispersées donc dans le cadre de nombreuses législations possédant pour chacune d'entre elles leur propre mécanisme d'évitement, de réduction et de compensation, avec des objectifs parfois divers, voire dans certaines hypothèses inexistants en matière notamment de documents d'urbanisme par exemple. Et c'est dans ce contexte, finalement, qu'au début des années 2010, sont intervenues, donc, d'une part, la doctrine ERC, et d'autre part, les lignes directrices, donc, qui sont venues apporter un certain nombre d'avancées notables pour la mise en œuvre de ces dispositions, avec la consécration de principes et d'objectifs que l'on connaît. Donc, deuxième temps, maintenant, sur les apports donc, de cette loi du 8 août 2016. Alors, tout d'abord, des éléments de définition, et notamment de la compensation des atteintes à la biodiversité, qui sur ce point est relativement muette sur la question, par exemple, des compensations écologiques ex ante, qui interviennent notamment dans le cadre de la réparation du préjudice écologique, et qui exclut également une hypothèse qui pourrait être amené à exister, à savoir les compensations écologiques volontaires, notamment par exemple dans l'hypothèse d'une collectivité publique qui déciderait d'y faire appel dans le cadre de sa politique environnementale, ou encore envisageant l'hypothèse d'une entreprise philanthrope, par exemple, cela pourrait exister. D'autre part, deuxième approche, donc, on en a parlé hier, donc, elle donne pour l'essentiel et donne une force juridique obligatoire aux différents éléments qui étaient précédemment contenus dans la doctrine et les lignes directrices sur la séquence ERC. Alors d'une part,
Elle affirme, et c'est quand même important, que les mesures compensatoires ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction, et contribue ici en quelque sorte à autonomiser les mesures compensatoires sur les deux autres volets de la séquence ERC. Et ensuite, elle fixe à l'article L 163-1 du Code de l'environnement de nombreuses dispositions donc, visant à améliorer l'effectivité de la compensation, donc, parmi lesquelles l'absence de perte nette, qui doit tendre d'ailleurs vers un gain de biodiversité, l'introduction d'une obligation de résultat, la possibilité de ne pas autoriser un projet dès lors que les atteintes liées à ce projet ne pourront être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante. Et enfin, l'obligation que les mesures compensatoires soient effectives non plus sur la base d'une durée fixée de 15 ou à 30 ans, par exemple, mais durant toute la durée des atteintes. Elle offre également de nouvelles modalités de mise en œuvre de l'obligation de compensation, donc en organisant la possibilité pour toute personne soumise à une obligation de compensation écologique d'y satisfaire donc soit directement, soit par contrat, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre non pas d'une banque de compensation, non pas d'une réserve d'actifs naturels, mais d'un site naturel de compensation. Et donc à travers ça, on voit bien que le législateur a clairement privilégié ici une logique contractuelle à celle de l'acquisition foncière, beaucoup plus coûteuse, et crée ici véritablement de manière incidente un véritable droit pour le maître d'ouvrage de choisir selon l'une de ces trois modalités qui sont mobilisables de manière alternative ou cumulative. Et enfin, cela ouvre, et c'est d'ailleurs sujet à de nombreux débats, une dynamique de marché. Alors, petite interrogation sur cette question, est-ce que l'on doit véritablement ici parler de marchandisation de la nature ? Alors, il faut savoir donc que le statut juridique de la biodiversité et des services écosystémiques est sujet à débat en droit, notamment entre privatistes d'un côté et publicistes de l'autre. Mais ici, on voit bien que ce statut juridique n'est pas un obstacle finalement à la généralisation des unités de compensation, dans la mesure où l'espèce, l'habitat ou encore le service restent finalement en dehors du commerce juridique, puisque ces titres, ces unités de compensation, portent sur la production et la gestion, pendant une certaine durée, d'éléments de processus ou de services écosystémiques. Et ce qui est rémunéré, finalement, c'est un service environnemental que l'on est capable d'évaluer, mais ce que l'on a en revanche beaucoup plus de difficultés à évaluer, c'est finalement quelle quantité de service sera suffisante pour obtenir une équivalence écologique. Alors la loi consacre également de nouvelles modalités pour la recherche et la sécurisation du foncier, à travers notamment la création d'un inventaire national donc, qui permet d'identifier les espaces naturels à fort potentiel de gains écologiques et qui sera donc élaboré en coordination avec l'Agence française pour la biodiversité, en coordination avec des instances locales compétentes et l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. Consécration également de nouveaux outils que l'on a évoqués hier, en ce sens que la difficulté principale, c'est de réussir à trouver un outil adapté pour sécuriser ce type d'opération sur le long terme. Alors on relève la création donc des obligations réelles environnementales, qui est ici l'équivalent en quelque sorte de la servitude environnementale qui a été longtemps sollicitée par les juristes universitaires et qui permet d'assurer la sécurisation des terrains en offrant la possibilité à un propriétaire de biens immobiliers de créer volontairement par contrat et sur son propre fonds une obligation ayant notamment pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou des fonctions écologiques. Un autre outil également qui, lui, n'a pas été consacré par la loi biodiversité et qui est la fiducie, consacrée aux articles 2011 et suivants du Code civil, et qui permet à un propriétaire de transférer par contrat tout ou partie d'un bien à un fiduciaire. De plus en plus, les cabinets d'avocats se saisissent de ces questions et qui pourra en affecter l'usage au profit notamment d'opérations de compensation écologique.
Et enfin, dernier élément, elle introduit de nouvelles dispositions, donc cette loi, en matière de suivi et de contrôle, en réaffirmant la responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard de l'autorité administrative qui aura prescrit les mesures de compensation. Le législateur institue un agrément à destination des sites naturels de compensation. Il instaure donc la création pour chaque site naturel de compensation de comités de suivi locaux, donc qui seront présidés par les préfets, et elle met également en place la possibilité pour l'autorité administrative compétente, donc le préfet, de mettre en demeure toute personne soumise à une obligation de compensation qui n'aurait pas mis en œuvre ces mesures, d'y satisfaire dans un délai qu'elle fixera librement. Et à défaut, elle aura la possibilité de se substituer aux frais de ce maître d'ouvrage pour procéder à sa place, donc à la réalisation des mesures de compensation, soit par contrat, soit par l'acquisition d'unités de biodiversité. Et enfin, elle introduit, cette loi, un système de géolocalisation des mesures de compensation dans un système national d'information géographique qui sera alimenté par les maîtres d'ouvrage. Troisième et dernier temps, excusez-moi, donc sur les incertitudes finalement qui entourent ce nouveau régime juridique. Alors, d'une part, on peut s'interroger sur la question de savoir si la loi biodiversité, en dépit de ce que le nouveau chapitre consacré dans le Code de l'environnement pourrait nous laisser croire, crée un régime autonome, un régime juridique autonome de l'obligation de compensation, dans la mesure où les articles L 163-1 et suivants du Code de l'environnement ne rassemblent en aucune manière l'ensemble des dispositions qui exigent la réalisation de mesures de compensation, dont la numérotation, dans le cadre des différents textes qui les régissent, demeure inchangée. Et d'autre part, cette loi laisse subsister tout de même une certaine ambiguïté quant au champ d'application des mesures compensatoires, dans la mesure où, s'il semble aller de soi que les nouveaux objectifs, principes et modalités de mise en œuvre n'auront pas vocation uniquement à se limiter, comme c'est le cas dans la loi, aux projets et aux documents de planification, mais auront vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures qui exigent la mise en œuvre de mesures de compensation, la formulation de l'article L 163-1 laisse subsister sur ce point quand même une certaine ambiguïté. Et d'autre part, deuxième grande série d'interrogations sur notamment la portée de ces nouveaux objectifs et principes consacrés par la loi. Alors d'une part, elle est muette sur la question de savoir quelle méthode scientifique utiliser pour établir cette équivalence. Alors je vous sollicite notamment peut-être, je ne sais pas, sur l'opportunité de tableaux d'équivalence. Elle n'exige pas que les opérations de compensation portent sur des milieux particuliers, prioritairement par exemple très dégradés, comme d'anciennes friches industrielles ou encore des parkings abandonnés. D'autre part, la meilleure compensation finalement est celle que l'on réussit soit à éviter, soit à réduire. Il existe peu d'éléments sur la manière de fixer ou d'encadrer le montant des mesures compensatoires. Alors à titre d'exemple, celui-ci pour une unité de biodiversité est de 38 000 € dans le cadre de l'expérimentation de la CDC Biodiversité en Crau, alors que celui-ci peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars aux États-Unis, notamment dans le cadre des zones humides. Et pas plus de dispositions non plus sur la possibilité en quelque sorte de gonfler le prix des unités de compensation ou de la compensation pour en affecter par exemple le produit à des fonds pour financer notamment d'autres activités comme la protection ou la gestion d'espaces naturels protégés, la restauration des continuités écologiques ou plus généralement les politiques environnementales, ou pas plus non plus sur la possibilité, par exemple, d'alimenter un fonds assurantiel en cas d'échec des mesures compensatoires. L'obligation de résultat, d'autre part, pose de sérieuses difficultés quant à son effectivité d'un point de vue déjà matériel. Comment déterminer un résultat et à partir de quand ce résultat peut être obtenu, et des difficultés également juridiques, quelles conséquences contractuelles, voire éventuellement extra-contractuelles, en cas de non-respect de cette obligation de résultat. Et
De la même manière, donc dans la mesure où l'exigence de proximité géographique entre le lieu des impacts et le lieu de la compensation conditionne tout de même l'équivalence écologique, on aurait pu espérer là-dessus plus de clarté dans la mesure où les incertitudes sont tout de même renforcées par la création des sites naturels de compensation qui, dans le décret qui est venu régir la question de l'agrément, ne reprend pas, par exemple, le critère de proximité et n'instaure pas non plus la possibilité de créer des crédits distincts pour chaque espèce, chaque type d'habitat ou éventuellement chaque type de milieu naturel, comme cela existe par exemple, notamment aux États-Unis, pour les zones humides. En matière de suivi et de contrôle, donc, ce fameux décret qui va prévoir la possibilité pour le préfet de constituer un comité local aura également la charge de déterminer la fréquence des réunions, la composition et également aboutira donc à un compte-rendu de ces réunions qui malheureusement ne sera pas public mais transmis uniquement au ministère. Et s'agissant du contrôle du respect de l'obligation de compensation, on peut regretter sur ce point le rejet d'un certain nombre d'amendements, notamment émanant de Madame Laurence Abeille, et qui avait prévu d'intégrer une date butoir à partir de laquelle l'administration serait tenue de mettre en demeure celui qui n'exécuterait pas son obligation de compensation, ainsi que la possibilité d'instaurer une astreinte journalière en cas de non-respect de cette obligation. Et enfin, dernier point, avant de conclure très brièvement, il y a extrêmement peu, mais pas de dispositions sur la manière d'assurer la pérennité du gain écologique que, bien évidemment, on espère sur les parcelles qui auront donc accueilli la compensation. Alors qu'il paraît très peut-être intéressant sur ce point de développer un certain nombre de perspectives, comme par exemple la rétrocession des terrains au bénéfice de structures donc, ayant des compétences dans le domaine de la biodiversité, comme les conseils généraux dans le cadre de leur politique des espaces naturels sensibles, ou encore les conservatoires des espaces naturels ou le conservatoire du littoral, ou bien également d'envisager des modifications des documents d'urbanisme pour par exemple garantir un usage agricole ou naturel des sols, ou également avoir recours à la politique, par exemple, des arrêtés préfectoraux de protection des biotopes. Donc, pour conclure, en une phrase, je dirais que cette loi donc, du 8 août 2016 contribue finalement à soulever tout autant de questions qu'elle ne contribue à apporter de réponses, en tout cas pour les juristes. Je vous remercie de votre attention. Merci Marius.